Il fait noir. Pas le noir paisible de la nuit, non. Un noir compact, humide, poisseux. Le noir des profondeurs, le noir d'un sous-marin soviétique, le B-59, à des centaines de mètres sous l'océan. Nous sommes en octobre 1962. La crise de Cuba déchire la planète. Le monde tremble. Il tient sur un fil. Ici, dans cette cage de métal où la chaleur dépasse les 40 degrés, une poignée d'hommes suffoque. Leur souffle devient lourd. Leur peau colle aux uniformes. Ils se regardent sans parler. Pour économiser le peu d'air encore respirable. La radio est muette, les machines grincent et les explosions des grenades sous-marines américaines résonnent régulièrement contre la coque comme des coups de marteau sur un cercueil. À cet instant, personne ne sait si Moscou est encore debout, si la guerre est déclenchée, si, à la surface, les missiles américains et soviétiques se croisent déjà dans le ciel. Cette ignorance, c'est un poison lent qui ronge les nerfs. Le commandant du B-59, Valentin Savitsky, n'en peut plus. Sa chemise lui colle au torse, il transpire, la fatigue, la peur, la colère. Il s'appuie sur la table des cartes, les poings serrés. Il respire comme un homme qui remonte après une longue apnée. Ils veulent nous forcer à remonter. Ces grenades, ce sont des attaques. Une nouvelle explosion secoue la coque. Une lamelle d'acier se détache et tombe au sol. Un marin sursaute. Un autre se signe discrètement. Dans l'air saturé de CO2, les pensées s'assombrissent. La moindre idée devient extrême, brutale. Et cette idée-là, elle plane. Elle est là depuis des heures. Utiliser la torpille nucléaire. Un engin de 10 kilotonnes, l'équivalent d'Hiroshima, transporté ici, au fond de l'océan, par des hommes à bout de nerfs. Pour lancer cette torpille, il faut 3 signatures. Le commandant Savitsky, l'officier politique Malenikov, et le troisième, Vassili Arkhipov, le vice-commandant de l'ensemble de la flotte sous-marine soviétique. Un homme calme, presque trop calme. Un homme qui observe plus qu'il ne parle. Un homme qui écoute les vibrations dans la coque comme s'il cherchait une vérité. Les visages autour de lui sont déformés par la sueur et la peur. Le moindre souffle devient un effort. Et soudain, la phrase tombe. Savitsky se redresse, les yeux injectés de sang. Assez. Si c'est la guerre, nous ne mourrons pas seuls. Préparez la torpille. Les regards se tournent vers lui. Un marin lâche un outil qui claque au sol. Malenikov acquiesce d'un signe de la tête. La panique commence à se répandre comme un incendie. Il ne manque plus qu'Arkhipov. Arkhipov reste immobile. Il fixe Savitsky avec une lenteur presque irritante. « Non », murmure-t-il. « Pas un nom agressif, pas un nom de défi, un nom de lucidité. » Savitsky explose. « Nous sommes attaqués, nous ne savons rien. Tu veux mourir ici, comme un rat. » Il frappe la table, la lumière vacille. Si la guerre a commencé, nous devons riposter. Arkhipov avance d'un pas. Il est pâle, épuisé, mais sa voix reste droite. Et si elle n'a pas commencé? Silence. Un silence qui hache les respirations. Un silence où on entend presque les battements de cœur. Si nous tirons, alors c'est nous qui la déclenchons. Et il ne restera plus rien, ni toi, ni moi, ni personne. Une larme coule sur la tempe d'un jeune marin. Pas de tristesse, mais de chaleur et de peur. Savitsky veut répondre, mais les mots s'étouffent dans sa gorge.
Arkhipov approche encore. Il parle plus bas, comme s'il ne s'adressait plus à un commandant, mais à un homme au bord du gouffre. « Valentin, tu le sais, on n'a aucune preuve, pas une. Ces charges ne sont pas des attaques, ils veulent juste que nous fassions surface. Si on tire, l'Atlantique s'enflamme, et les villes derrière. » Un marin ferme les yeux, il imagine une ville, la sienne, sous une lueur blanche aveuglante. Le souffle du sous-marin entier semble se suspendre. Savitski tremble. Il hésite. Malenikov regarde tour à tour les deux hommes, déchirés. L'éclairage se met à clignoter. Quelques secondes de noir total, puis une lumière rouge, inquiétante. Dans ce rouge sanglant, les yeux d'Arkhipov brillent d'un calme étrange. Savitski finit par s'effondrer sur son siège. « Très bien, on ne tirera pas. » Un soulagement traverse l'équipage. Une vague silencieuse, invisible, mais immense. Le monde vient d'échapper à la destruction. Les derniers filtres à air saturent, les batteries sont presque mortes, et les hommes suffoquent. Il faut remonter, maintenant. Le B-59 remonte lentement, comme un monstre blessé qui cherche la surface. À mesure qu'il monte, la lumière revient dans les instruments. Le bruit des destroyers américains s'intensifie. Puis, un choc d'air frais. La trappe s'ouvre, les marins jaillissent, les yeux brûlés par les lumières, le souffle court. Ils n'ont pas l'air d'hommes, ils ont l'air d'ombres revenues du plus profond de la mer. Les Américains les entourent, projecteurs braqués, armes prêtes. Mais rien ne se passe. Pas un tir, pas une menace. Juste du soulagement. Presque un respect silencieux. De retour en URSS, aucune reconnaissance, aucun discours, aucune mention officielle. On leur reproche même d'avoir été repérés. Savitski se ferme. Malenikov se tait. Arkhipov, lui, reprend simplement son poste. Il ne parle pas du jour où il a dit non. Il ne parle pas du jour où il a empêché la plus grande catastrophe de l'histoire humaine. Il ne parle pas de cette chaleur, de cette suffocation, de ce moment exact où la mort planait dans la salle des torpilles. Il garde tout pour lui, avec une humilité presque vertigineuse. Il faudra attendre les années 2000 pour que son rôle soit révélé, et encore timidement. Mais aujourd'hui, le monde sait, enfin, le monde sait qu'en octobre 62, dans l'enfer d'un sous-marin sans oxygène, un homme a tenu tête à la peur, à la procédure, à la rage. Le monde sait qu'il a suffi d'un souffle, d'un mot, d'un refus. Un refus qui vaut des millions de vies. Parfois, l'humanité ne doit sa survie qu'au courage discret d'un seul homme. Un homme que personne n'attendait. Un homme qui, dans la chaleur étouffante d'un sous-marin en perdition, a dit simplement non. Cet homme, c'était Vassili Arkhipov.